Alors, donc, la conférence s'appelle, il faut que je parle comme ça, l'intelligence artificielle, n'ayez pas peur, mais comprenez. Alors, on a eu la discussion avec madame tout à l'heure, de dire, effectivement, plus vous comprendrez, moins vous aurez peur, et moins vous aurez peur, plus vous serez capable de penser avec, puisque forcément, vous les jeunes, et puis nous, je me considère pas spécialement comme vieux non plus, mais on va vivre avec, on est en train de vivre avec, on voit que ça a des effets, hein, Facebook, on va en reparler un petit peu après, ça a des effets, et je parle pas du piratage, je parle de l'élection de Donald Trump, où on s'est aperçu que des gens votaient et que en fait Facebook ne faisait en sorte que pousser de l'information qui vous intéressait vous, mais sans ajouter ce côté émerveillement ou ce côté curiosité, parce que vous vous enfermez en fait dans votre propre contexte, et ça peut être assez dangereux. Et ça, c'est un effet pervers de l'intelligence artificielle qui existe. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, pour ceux qui sont passés sur le stand, on va la spécialiser. Et si on la spécialise, elle va aller vers un but et elle va réaliser son but le plus vite possible. Bon allez, sinon je vais pas tout vous teaser, je vais vous donner, on va commencer la conférence tranquillement. Bon moi, peu importe ce qu'on fait, mais pour dire, hein, on peut faire des cours à Centrale tout en n'ayant fait que de la formation professionnelle. Alors bon, papa, maman, ils vont vous dire oui, il faut absolument passer par une grande école. Oui, bah j'ai fini par HEC, mais au début j'ai commencé par l'AFPA, hein, donc et j'ai raté maths sup. Hein. Donc et on peut quand même avoir une boîte qui fait de l'intelligence artificielle et on peut avancer. Donc n'ayez pas peur, commencez comme plombier, vous pouvez faire aussi des grandes études après, c'est pas grave. Maintenant, les cursus standards, ça veut plus forcément dire grand-chose. Donc, ne faites pas l'erreur que j'ai fait pour les jeunes, comme j'ai fait quand j'étais jeune. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse maths sup, c'est la voie royale. Je me suis planté et vautré, on m'a traité un peu comme de la merde, parce que j'avais pas des bonnes notes, et mes parents savaient pas comment faire. Donc, clairement, vous pouvez vous en sortir quand même, je vous rassure, et toutes les formes d'intelligence peuvent être valorisées. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer ça, tout le reste, c'est pas grave, on pourra en discuter si ça vous intéresse. Donc ça c'est bon, c'est passé. Donc on va commencer par ce qui buzz. Oui, ah non, non, vous leviez le bras, c'est parce que vous détendiez. Alors, on va commencer par ce qui buzz. Alors, première chose qui buzz, bah forcément, tout le monde m'a dit, allez, à 70%, 80% aujourd'hui, c'est des robots. Voilà. Les robots qui, de préférence, vont nous exterminer. Alors, pour les plus jeunes, ça, c'est Terminator, vous connaissez. Et ça, c'est Matrix. Hein. C'est les méchantes pieuvres dans Matrix. Moi, j'aurais tendance à dire, je ne l'espère pas. Mais j'aurais tendance à dire, bah oui, il faut être vigilant quand même, bien sûr. Des robots pour les militaires, ça commence à exister. Hein. Les premiers robots qui vont sur des théâtres d'opération, oui, ça existe. D'ailleurs, ça pose des questions juridiques, ça pose tout un tas de choses. Ça existe, mais on va voir pourquoi. En comprenant comment ça fonctionne, on peut voir les limites et vous pouvez vous placer en tant que citoyen comme défendeur d'une certaine limite, tout en ne refusant pas toutes les avancées qu'on peut faire. Alors, forcément aussi, hein, ça, on me l'a pas dit directement aujourd'hui, mais je l'ai entendu, ça va remplacer notre travail. Et ça, c'est Real Human, c'était une série sur Arte, passionnante. D'ailleurs, ça pose la question parce que les robots semblent avoir une conscience à ce moment-là, à la fin, et certains sortent de leur état premier qui est de servir. Et effectivement, là, on dirait, ils ressemblent à des humains. Alors hier, j'étais à Vivatech. Je ne sais pas si vous connaissez Vivatech. Et puis j'étais avec mon associé. Puis j'étais dans l'espace robot. J'en ai marre qu'on fasse des humanoïdes. Je comprends pas pourquoi on fait des humanoïdes. Et il me dit un truc tout pragmatique, aussi bon polytechnicien qu'il est, il me fait, tu sais pourquoi? Je fais, bah non, à part qu'on a envie d'humaniser. Il me fait, bah non, parce que toutes les machines, tout a été pensé pour les êtres humains. Donc si à un moment on veut commencer à piloter les machines, il faut faire en fonction de la taille et des normes humaines, en fait. Donc voilà. Je fais, ah, ça c'est très pragmatique, merci. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on les fait ressembler à des humains. Donc est-ce qu'ils vont remplacer notre travail? Oui, sûrement. Les métiers actuels, oui. Les traders, ils se sont tous fait souffler. Hein, ou une grosse partie, oui, mais pas complètement. Ils remplaceront pas tout. Il y a un changement de paradigme et d'état assez fort là-dedans. D'ailleurs, si vous voulez commencer à lire un livre passionnant sur les changements qui sont à venir, c'est Microcapitalisme de François-Xavier Oliveau, je pourrais vous donner la référence. Il part de tous ces changements, aussi bien technologiques que IA, etc. Et il vous explique qu'il y a des changements de paradigme qui vont arriver. Le CDI, c'est fini. Hein. Le contrat à durée indéterminée, c'est fini. Parce que vous allez switcher, parce que vous allez changer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger les gens, mais on les protégera plus avec des méthodes standards. Ça ne marchera plus, ou dans les 10 ans à venir. Donc,
Les parents, ne vous inquiétez pas, si vos enfants commencent en freelance, ils s'en sortiront quand même si on trouve un moyen de les protéger aussi autrement. Donc il y a un changement de paradigme. Et je ne suis pas spécialement pour le MEDEF, hein, voilà, je vois d'avantage, mais sachez que ça va changer, c'est obligatoire. Donc on va changer les modes de fonctionnement, il faut trouver les protections pour les plus faibles, ça c'est vrai. Mais les plus faibles ne sont pas forcément les plus faibles qu'on croit aussi. C'est pas les gens qui seront les meilleurs en technologie et les plus pointus qui seront les plus valorisés à terme, je pense pas. Bon bref, donc remplacer notre travail, oui, il y a des travaux qui ne se feront plus. Plus par nous, plus automatiquement. Je vois que vous changez de tête. Mais il faut penser une chose dans tous les cas, et ce qui est sûr, c'est que ce sont des machines qui... Merci beaucoup. Ce sont des machines qui sont dotées d'algorithmes. Okay, donc on va redéfinir. Là, je vous fais juste un premier point, mais c'est des machines qui sont dotées d'algorithmes. Donc ça, c'est une vue de l'esprit. Ils ne pensent pas. C'est des algorithmes. Deuxième chose, ils voient leur environnement comme ça. Alors ça aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est Matrix. Donc ça, c'est des petits flux de données. Bah, c'était très bien symbolisé, hein. En 2000, c'était fort, hein, quand même, c'était bien projeté. Donc ils ne voient que comme ça, eux. Ils voient de la data. Donc on va voir ce deuxième point. Qu'est-ce que la data? Qu'est-ce qu'on fait de la data? Bonjour, si vous voulez rentrer, c'est... Ah pardon, excusez-moi. N'hésitez pas. Et ils n'ont qu'un seul objectif en tête. Alors là, eux, c'est de supprimer Neo. Forcément, mais ils sont spécialisés pour quelque chose. Donc ils vont mettre peut-être plusieurs moyens, leurs moyens vont être peut-être plus développés. Bon, eux, ils se baladent dans la matrice, donc forcément, ils font ce qu'ils veulent. Mais clairement, leur objectif, c'est de supprimer le déchet néo, quoi. Enfin, ce qui leur va pas. Ils ne font rien d'autre. Rien d'autre. Pas de capacité à comprendre pourquoi ils doivent le faire, d'ailleurs. À la fin, il y a une petite discussion sur Matrix 3, ou est-ce qu'il comprend ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a un gros buzz, la dernière fois on me l'a sorti, c'est est-ce que c'est pas Neo qui est lui-même, en fait, dans la matrice. Bon, bref, je vous laisserai réfléchir, il y a toute une tas de théories là-dessus. Néanmoins, mais quand on vous dit ça, déjà, ça réfléchit, on dit, ah bah oui, finalement, si c'était les autres, les gentils. Bon, spécialisation... On l'a vu, si vous allez voir le circuit que je présente, c'est ça aussi, on spécialise, on va à fond dans quelque chose. Donc on fait un hyper polytechnicien bac plus 36 qui va savoir calculer qu'une chose, mais alors tout le reste, bonjour, il le fera pas et il saura pas le faire, il n'aura pas capacité d'abstraction. Même si on le programme pour, parce qu'il ne fera que ça, mais il n'aura pas de sens en fait. Ok, alors maintenant on a parlé de tout ça, on s'est fait un peu frissonner de tous les sujets, mais on va parler maintenant de c'est quoi l'intelligence artificielle. Alors j'ai essayé de faire une... Est-ce qu'il y a des questions jusque-là par des peurs? Non, c'est bon. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Déjà, j'ai essayé de faire une définition simple. C'est des codes informatiques. Déjà, vous l'avez vu tout à l'heure, j'en ai fait voir de temps en temps un peu, ça crache des informations. Bon, voilà, c'est du code informatique, programmé pour apprendre, ce qu'on appelle le machine learning. On va définir aussi ce que c'est que le machine learning. À partir de données de leur environnement, donc des datas. Et vous allez voir à quel point c'est crucial, ça. Et c'est vraiment crucial. Dans un but précis. Alors là, j'ai mis que use case, mais ça peut être usage, ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, un but précis. Alors, le machine learning, qu'est-ce que c'est? Apprendre aux machines à faire des tâches sans les programmer explicitement les règles. Effectivement, j'aurais pu programmer le circuit que vous avez vu tout à l'heure en disant... Tel virage, tu arrives sur X, Y, tu tournes à gauche, tu arrêtes d'accélérer, puis je reprends, puis on fait itérativement. Ça a marché, c'est ce qu'on a fait pendant 30-40 ans. Je vous en prie, installez-vous, il y a de la place. Allez-y, ça va pas... Par contre, rentrez ou vous restez dehors, mais dites-moi. C'est bon, vous restez dehors? Bon, ok. En fait, vous n'allez pas programmer explicitement les règles. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir tester des choses. Okay, et en testant les choses, ça va se remettre à jour petit à petit. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage. Moi, j'ai appris il y a une dizaine d'années à coder. Quand je codais, c'était une suite de règles et puis c'était tout. Donc ça a un gros avantage. Et on va souvent passer ce qu'on appelle le data-driven. Vous avez déjà dû en entendre parler, c'est un peu buzz, mais voilà, c'est je vais prendre les exemples à partir des data de terrain pour apprendre un modèle. Et je ne vais pas créer un modèle en amont en disant « Ah ben je vais penser à toutes les situations possibles ». Ça ne marche plus, ça. Ça marche sur les sujets simples, ça ne marche pas sur les sujets compliqués. Regardez la météo. Alors pour les plus anciens, la météo, elle s'est améliorée fortement. Hein. Les prédictions météo commencent à devenir bonnes vraiment depuis que le machine learning existe. Parce que en fait, les modèles météo d'avant, qui nécessitaient des calculateurs déments, étaient performants sur des pointes assez précises.
Mais alors des fois arriver à des limites, parce qu'elles étaient limitées en termes de capacité d'absorption. Maintenant, on va avoir des logiques de machine learning qui vont venir aider les modèles déjà prédéfinis au départ, et on va améliorer la prédiction sur des zones précises. Ça, c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'on a appris des météos antérieures. Il y a un sujet, c'est le changement climatique, et ces changements qu'on n'a jamais appris, puisque on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ces sujets-là sont autres, mais on va apprendre du terrain et on va être beaucoup plus précis. Donc on va extraire automatiquement un signal des données qui existent. Et alors les patterns, on va identifier automatiquement des patterns, c'est des cas de comportement, je vais vous expliquer plus tard. Est-ce que j'ai pas perdu les plus jeunes là? Non, c'est bon? Attention, parce que ça va y aller crescendo, hein. On revient sur du soft à la fin. Hein. Mais vous dites si vous êtes perdu. Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question plusieurs fois. Je vous ai fait un peu de teaser. Comment est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend en définissant un cheval, en disant ça a 4 pattes, un museau, une queue, etc. Ou à vos enfants, vous avez tous fait ça? Ou est-ce que vous avez appris ce que c'était qu'un cheval en leur montrant un cheval? Qui a fait cette méthode-là? Bon, il y a quelques exceptions, mais on est bien d'accord que vous allez montrer un cheval, puis un deuxième cheval. Puis un jour, votre enfant, il va voir un âne. Il va dire, ça c'est un cheval. Vous allez dire, ah non, c'est un âne. Il va dire, ouais, bon, ok. Puis la deuxième fois, il va commencer à apprendre. Il va apprendre de ce qu'il voit, donc de ce qui est concret sur le terrain, avant d'avoir une définition précise de 4 pattes, un museau, une queue. Parce qu'il va falloir déjà lui expliquer ce que c'est qu'un museau, une queue. C'est quoi? Oui, il va falloir, c'est long, c'est du poil, etc. C'est chiant. Voilà. Donc on n'a pas envie, on montre des images. Et là, c'est la même chose. Alors je donne des exemples qui vont peut-être pas parler aux plus jeunes, mais je définis mes clients en disant, mon client, ma gamme de clientèle, c'est les 20-30 ans, etc., etc. Avec, j'apprends qui sont mes clients en me disant, il y a des comportements d'achat qui vont m'intéresser, donc je vais les clusteriser, je vais faire des groupes de comportements d'achat. Pareil, en termes de fraude, ça a énormément changé. On m'entend assez, c'est bon? En termes de fraude, on a vachement évolué depuis qu'on est capable de comprendre des fonctionnements sur le terrain. Imaginons fraude carte bancaire. Des gens se mettent à frauder sur une carte bancaire. Soit vous programmez la règle à la main, sauf que vous savez toujours que les pirates sont plus rapides que vous. Soit vous identifiez des comportements qui ne vont pas être cohérents avec un comportement d'achat normal de la personne. Exemple, moi, la dernière fois, je me suis retrouvé sur mon mobile à avoir des avis de transaction qui venaient du Rwanda, je crois. Ou j'ai plus du Sénégal. Automatiquement, la banque a détecté que potentiellement au Sénégal, alors que j'avais fait un achat 2 heures avant à Monoprix à Antony, il y avait peut-être un problème. Ou alors je m'étais téléporté, dans ce cas-là, j'allais devenir riche. Donc, en gros, elle a identifié un comportement anormal plutôt qu'avoir codé une règle à la main, parce que s'il avait fallu coder une règle pour dire Aurélien Verleyen et Antony ne peut pas être en même temps en Afrique, ou 2 heures après en Afrique, ça c'est compliqué à coder, parce qu'il faut faire tous les cas possibles d'usage que vous allez avoir sur Terre. Alors vous imaginez si vous avez 60 millions de consommateurs, donc potentiellement 40 millions de cartes bancaires et encore plus, c'est impossible à faire, impossible. Donc vous allez apprendre de comportements et de patterns, ça on verra comment on fait. Donc c'est intéressant quand même, pour la fraude c'est intéressant. On est en train de sécuriser un certain nombre de systèmes informatiques grâce à ça notamment. J'identifie les dérives, ça c'est plutôt méca industriel, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? On va aller très vite. Une suite de début, non, si, etc., de règles. Voilà, ça c'est un algorithme standard, avec des règles oui, non, on repasse. En machine learning, ça, c'est mobile, ça bouge. C'est-à-dire que ce n'est pas fixé en dur dans un fichier où on va l'exécuter de haut en bas et ça va toujours faire la même chose. Ça, on va imaginer que ça bouge en fonction des données qui rentrent et qui sortent et des informations que je veux avoir. Donc le code bouge. Voilà. Et puis voilà, j'ai fait la petite définition Wikipédia. Mais en fait, c'est permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'aucun intérêt de faire un algorithme... Ah, tu veux poser une question? Ah non. Bon. Ah, je vous surveille. En gros, l'objectif, c'est d'obtenir un résultat. Faire un algorithme pour un algorithme, ça sert strictement à rien. Ok. Alors... Est-ce que jusqu'ici, ça va? Machine learning, j'apprends à partir des données, je apprends à ne pas coder quelque chose, mais le code va se faire automatiquement dans un objectif de résultat. Par contre, je vais dépendre absolument et intrinsèquement des datas. Oui. Oui. Des règles que vous définissez pour des comportements dits anormaux. Oui. Est-ce que ça repose sur des théories mathématiques, typiquement des analyses du qui-de ou ce genre de choses, des lois statistiques descriptives,
ou est-ce que c'est plutôt un processus itératif lié à un apprentissage de comportements dits raisonnables, dits normaux pour une personne donnée? Alors ça va être... Je ne vais pas rentrer dans les algos et dans les détails, mais ça peut être des premiers apprentissages sur des éléments mathématiques qui vont donner des informations de pattern. Et en parallèle, ça va être des détections de fraude qui vont être réelles. C'est-à-dire qu'on va accepter de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des vraies fraudes où il y a eu des vrais débits, où quelqu'un va revenir en arrière et dire « Ah, attention, moi là j'ai eu un truc ». On va analyser l'ensemble de ce qui s'est passé et on va le comparer, on va le donner à l'algorithme pour qu'il compare les cas similaires antérieurs, vérifier qu'il est déjà capable d'apprendre sur des cas similaires qui ont été déclarés, et après analyser en temps réel un cas qui serait éventuellement pareil. Donc on va faire les deux. On va toujours utiliser au début un système assez de la mathématique pour valider déjà un début, et après on va aller sur de l'étude de comportement et d'étude de ce qui se fait réel. Parce que sinon le modèle mathématique sera jamais assez précis. Et je m'arrêterai là dans mes compétences mathématiques. Oui. Oui. Bah attends, parce que le monsieur m'a posé une question, j'ai pas encore eu le temps d'expliquer là. Donc, mais tu vas comprendre, je vais te dire ce que c'est qu'une donnée non structurée, structurée, semi-structurée, je te rassure. C'est les gros mots, mais ouais. Donc, je t'ai montré une photo. Bah, la photo, ça va être une donnée non structurée. Pourquoi? Parce que tu sais pas par quel bout la prendre. Parce que l'information, elle n'est pas linéaire dans une photo. Le sujet peut être au milieu, à droite, à gauche, et puis même il n'y a peut-être pas qu'un sujet. Hein, si tu as un paysage, le sujet il est général. Si tu as un cheval, le sujet il est central. Si tu as deux chevaux, le sujet il y en a deux. Si tu as un poulain et sa mère, bah, c'est sûrement le poulain que tu vas regarder. Enfin, tu vois, des sujets, ils sont pas linéaires en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit la donnée non structurée. On ne sait pas par quel sens la prendre. Et c'est très très compliqué de traiter de l'image. Et c'est pour ça que dernièrement, on arrive à traiter de mieux en mieux de l'image, mais grâce au réseau de neurones. Bon, je reviens. Données structurées, semi-structurées, non structurées. 3 types, je vais donner un exemple à chaque. Structuré, ça vous rappelle rien? Voilà, vos notes. Et encore, s'ils sont pas trop mal notés. Hein. Mais c'est la classe 1A. La classe 1B un peu moins... donne moins envie. Donc, effectivement, la donnée structurée, c'est tout simple. Je sais plusieurs choses. Je sais exactement où aller chercher mon information, j'ai les informations croisées et je sais le contenu que j'ai là. Donc là, je sais que j'ai des chiffres. Une note, alors les notes peuvent être en ABC ou en chiffres, mais là, je sais que je vais attendre un chiffre. Si j'ai pas de chiffre, j'ai un problème. Ça, on le traite depuis les années 60, assez facilement dans des bases de données standards. C'est le premier cours que vous ferez en base de données, d'ailleurs, si vous faites des cours de base de données. Puis un Excel, tout le monde en a manipulé un, c'est assez simple. Ça, c'est simple à traiter. Le tout, ça va être traité en volume. Donc le big data et les grandes tendances big data depuis 2008, c'était plutôt pour traiter toutes ces données volumétriques. Une donnée très structurée, c'est une donnée de time series de sensor. Par exemple, un accéléromètre, bon, allez, je vais prendre plus simple, un thermomètre qui serait connecté et qui prendrait toutes les minutes la température chez vous. Toutes les minutes, il va pousser une information très structurée avec une température, une heure, et c'est tout. Ça, c'est facile à traiter et à avoir. Donc ça, c'est un peu réglé. Voilà une donnée semi-structurée. Déjà, ça commence à piquer les yeux. Alors, c'est là, ouais, c'est en fait les méta d'un mail. Donc, c'est les informations méta d'un mail. Donc, en fait, quand vous envoyez un mail, vous envoyez toutes ces informations-là. Et vous envoyez plein de choses sur vous. Hein, moi, l'expéditeur, l'objet, etc. Vous avez plein d'infos. Et il y a même plein d'autres infos. Donc, en fait, on dit semi-structuré. Pourquoi? Parce que on sait où aller chercher, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va avoir. C'est du langage balisé. C'est-à-dire, j'attends des mails ou pas des mails. Je vous ai perdu déjà. Ah, il y a un cours de code à côté? Ah, bah, j'aurais bien fait, moi. Je le ferai après. Donc, voilà. Donc, c'est semi-structuré parce qu'on ne sait pas ce qu'on attend. Ça aussi, c'est un peu réglé. Il n'y a plus forcément de problème. Alors, ça, c'est le dernier qui crunche bien en ce moment et qui est bien pour compliqué. On commence à vraiment le traiter. C'est les photos. T'es bien d'accord, hein? Là, c'est quoi le sujet? Ah ben non, il est parti. Là, le sujet n'est pas le même que là, parce que là, on va regarder peut-être un point ou des choses. Là, le sujet, c'était pour vous montrer un peu voiture connectée, pour vous donner envie, ou la voiture autopilote. Voilà, ça, c'est compliqué à traiter. Et alors, encore plus compliqué, c'est les vidéos. Ah, ça, c'est une suite de ça, mais en plus, c'est dynamique. Alors, c'est génial. Et alors là, il y a le son aussi. Le son peut être supposé comme... Enfin, le son est un peu particulier parce qu'il peut être supposé comme donnée non structurée, parce que c'est un spectre... données non structurées, parce que c'est un spectre. Mais quand même, pour analyser du son et du langage, là, va falloir recomposer.
Donc pour ça, on va avoir des technos assez particulières dont je parlerai à la fin. Entrez, hein, si vous voulez. Entrez, allez-y, allez-y. Ah non, alors ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent partir, ou rester là, hein, n'hésitez pas. Ok. Bon, on a fait le tour sur les datas. Voilà ce qui se fait en temps réel, en 10 secondes sur Internet. Donc on produit 225 740 gigabits de data en 10 secondes sur Internet. C'est une simulation, hein, c'est pas vrai, mais c'est à peu près. Et ça, c'est il y a 2 ans déjà, donc je pense que ça a même augmenté. Je vous laisse imaginer la capacité déjà à stocker, la capacité à voir, et vous allez vous apercevoir qu'on se dit données structurées, tout le monde traite, ouais. Mais la donnée structurée, elle est dans les tweets éventuellement, c'est semi-structuré, mais tout le reste, ben... Vous avez que de la vidéo, des photos. Alors moi, j'ai failli parler de Facebook. Enfin, je vais parler de Facebook, mais apparemment maintenant tout le monde utilise Instagram et puis Snapchat. Donc en gros, c'est la même chose, mais vous balancez de la photo, quoi. Et donc c'est du non structuré, quoi. Et vous en balancez plein. Donc en gros, on est de plus en plus de complexité. On avait un besoin de pouvoir traiter ça. Donc l'algorithmie et le machine learning va permettre ça. En code dur, ça ne marche pas. Traiter une photo en code dur, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Donc, on apprend de la data, c'est ça que je voulais dire, mais on dépend de sa qualité. Si demain, je vous donne les livres, et puis que je vous dis que la Révolution française a eu lieu en 1438, et puis qu'on fait ça sur 4 générations, ben on va oublier que c'était en 1789. En 1780. Non, je rigole. Donc, vous dépendez de la qualité de la donnée. Ça, c'est un point important. OK ? Exemple. Il est où le chien ? Il est où le gâteau ? Vous voyez à quel point c'est important, hein, parce que manger le chien, j'aimerais pas. Par contre, les gâteaux sont appétissants. Bon, ça, c'est le truc assez marrant. Il y en a plein, hein, des exemples comme ça. Mais moi, c'est celui-là, moi, il m'hallucine, quoi. Voilà. Et souvent, on comprend pourquoi on dit il est à croquer. Voilà. Donc ça, c'est un truc rigolo. Ça, c'est un truc un peu moins drôle. Aux États-Unis, il y a quelques années, au début du machine learning, on s'est dit, tiens, si on faisait les jugements, parce que c'est lourd, les jugements, vous imaginez pas, il y a de l'humain dedans, ça coûte cher, blablabla. On va essayer de faire des algos qui vont juger automatiquement. Aux États-Unis, hein, retenez bien. Donc l'algorithme, c'était jugement automatique aux USA. Voilà, ça c'était l'algorithme, voilà, aux USA. Data, la data, c'était l'historique qu'on avait. Donc on a repris tous les anciens jugements. Et puis on s'est dit, tiens, par rapport aux faits et ensemble de faits qui étaient des datas d'entrée, on va vérifier les jugements. Résultat, jugement raciste. Pourquoi ? Parce que depuis 50 ans ou depuis 100 ans, il y a toujours plus de Noirs qui ont été condamnés. Donc fortement, l'algo, on a démontré qu'il était raciste. Donc bon, ils ont annulé le truc, parce que c'était mieux. Mais à quel point on peut vous dire que effectivement, avec une donnée de mauvaise qualité ou des faits ou des biais qui sont déjà dans la data, vous allez générer des biais dans vos algorithmes. Alors tout à l'heure, je parlais de la nécessité de valider scientifiquement, non pas a priori, mais a posteriori. Là, on l'a. C'est-à-dire que si juste en se disant j'ai le meilleur algorithme du monde, regardez ce que je suis capable de faire, et derrière, il faut un protocole théorique, enfin un protocole scientifique pour valider qu'on est bien dans la neutralité. Et ça, c'est un point super important. Donc, la donnée de qualité va avoir, et sa qualité a un vrai impact. Ça va jusque-là ? On dépend de on fait du machine learning, on apprend de la data, on dépend de sa qualité. Ok, maintenant les méthodes d'apprentissage. Attention, là on passe un cran au-dessus. 2 méthodes d'apprentissage. Supervisées, non supervisées. Alors là, demain, vous pourrez parler à vos data scientists pour ceux qui bossent là-bas. Et les jeunes, vous pourrez parler à mes data scientists si vous venez visiter data scientists. Supervisé, je sais d'avance ce que je veux. C'est simple. Donc je vais fine-tuner pour aller vers ce que je veux. Je sais d'avance les résultats que je veux avoir, ou le couple, ou les éléments que je veux avoir. Donc je sais qu'ici, ça va être des ronds, et ici des croix, et je vais chercher à chaque fois que j'ai une nouvelle mesure, à aller vers ça ou ça. Ça, c'est du supervisé. Je vous avoue que tous les algorithmes aujourd'hui qui fonctionnent pour vous donner des préconisations et des recommandations fonctionnent en supervisé. Supervisé, c'est je ne sais pas du tout ce que je veux voir, je ne sais pas ce que je veux trouver. Non supervisé, non supervisé. Vous suivez, c'est bien. Non supervisé, je ne sais pas où je veux aller.
Et là, ce que vous allez faire, c'est, et on l'a fait volontairement à la main, des petits traits comme ça au fur et à mesure à la main. Et donc, vous allez créer des groupes. Des patterns de comportement, par exemple, en détection de fraude. Ou, on va le voir après, je ne le dis pas. OK? Une fois que vous avez ça, vous avez supervisé. Et non supervisé, vous avez deux choses. Mais ça, j'ai fait des mots simples. Dans le supervisé, vous allez prédire une valeur continue, ce qui s'appelle la régression, je vais donner des exemples après, ou identifier des catégories, ce qu'on appelle la classification. Régression, ça va être, je vais vous le dire après, non supervisé, c'est je ne sais pas du tout ce que je veux, je vais clusteriser, donc faire des groupes de fonctionnement, on verra un exemple. Et du monitoring, c'est je vais détecter quelque chose qui ne fonctionne pas là-dessus, c'est-à-dire que je veux prédire une valeur continue, mais il y a un truc qui est trop bizarre. Donc je vais essayer d'utiliser un algo qui va me dire non, mais là c'est oui, tu as cette mesure-là, mais il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est ta mesure qui ne marche pas, etc., etc. Allez, on prend des exemples. Ça va jusque-là? Je fais une interro à la fin. Supervisé, voilà la régression. Alors pour les grands, vous avez vu. Pour les plus jeunes, je vais expliquer. Vous avez une suite de points là, qui est là. Voilà, c'est la même suite de points à chaque fois. Ici, en supervisé, en régression, vous allez tendre vers la meilleure équation qui va permettre de deviner quand il y a un nouveau point, d'être le plus proche possible de la réalité. Imaginons qu'une nouvelle mesure arrive là. Ou bah donc elle arrivera là, elle arrivera là. Il va falloir être le plus proche possible. L'idée, c'est de se dire, il va falloir trouver la ligne verte qui est la plus proche d'une réalité générale. Donc à votre avis, laquelle est la plus proche d'une réalité générale? Oui? Alors les adultes ne répondaient pas. Vous êtes trop forts, vous. Oui, alors la troisième. Qui dit la troisième dans les jeunes? Ouais, bah, ok. Qui dit la première? Qui dit la deuxième? Pourquoi? Tiens. Pourquoi il est plus proche, à part que monsieur a donné la réponse? Parce qu'elle va être la plus équilibrée. Alors ce qu'on va dire là, c'est que là, on va avoir un grand taux d'erreur. Donc en gros, si on a une nouvelle mesure, si on ajoute un nouveau point qui est à peu près au même endroit partout, là on va avoir un grand taux d'erreur, on va trop généraliser. Et là, on va être trop parfait. C'est-à-dire qu'on va avoir absorbé aussi bien ce qui a été poussé de bien, mais ce qui a été poussé de mal aussi. Donc on va être très très loin souvent d'une réalité, on va être obligé de faire apprendre, réapprendre tout le temps. Là, on va pas assez apprendre, donc on va pas donner les informations suffisantes aux clients quand on va vouloir utiliser, et là, on va être au plus proche possible. Donc il faut imaginer qu'en régression, bah, ça c'est la meilleure, on va... Et tout à l'heure, ce que vous avez vu sur le circuit, c'est rien d'autre que ça, hein, une série de points. C'est juste qu'il y a plusieurs dimensions. Et on a une courbe qui évolue au fur et à mesure qu'elle apprend, en fait. C'est une équation qui évolue au fur et à mesure qu'elle apprend. Il y a un nouveau point qui arrive, elle réapprend que ça, c'était pas bien, qu'il faut l'apprendre, et on refait. Et à la fin, ça devient plus une courbe, ça devient une espèce de... comme Matrix, hein, ça va dans tous les sens, etc. Mais on sait que ça correspond à l'objectif qui est de dire je fais le plus de tours possible par rapport à des contraintes que j'ai eues. Donc j'ai accepté de faire des erreurs, j'ai accepté de mettre mes points là, 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 un peu partout, pour dire, ah, ici c'est rouge, faut pas y aller, donc en fait on refait la courbe. Ça marche, par exemple, j'ai lu ça tout à l'heure, ça m'a fait rire. C'est en fait cette équation, il y a une logique linéaire entre l'altitude et le taux de pluviométrie. Donc il y a une logique, donc bah, voilà, voilà, ça fait ça. Donc il y avait déjà, en altitude, on est capable de savoir que par rapport à l'altitude, il y aura plus ou moins de pluie. Et donc en fonction de l'altitude, par exemple, eh ben, vous aurez un niveau de pluviométrie qui va bouger et il y a une courbe qui est possible d'obtenir. Vous pourriez l'obtenir aussi en machine learning. Là, c'est une statistique standard, donc vous pourriez prendre la courbe standard et après la reprendre en machine learning par rapport aux apprentissages que vous avez, temps de pluie par rapport aux dates, et refaire la même courbe et vérifier que vous êtes bon et apprendre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on utilise le plus. Hein. Je ne vous ai pas perdu, là? On va refaire plus simple. Classification. En gros, classification, c'est on range dans des boîtes. Mais des boîtes qu'on a déterminées au début. Ça, c'est un peu le problème. Parce que si j'ai déterminé une mauvaise boîte, je vais faire ça va être un peu le fourre-tout. Donc, on va construire automatiquement les règles pour ranger dans les boîtes. Donc, je vais déterminer des boîtes, des capacités, des segments, et puis à chaque fois que je vais détecter des patterns un peu évidents, pouf, je vais le mettre dans une boîte ou dans l'autre. Et le jeu là-dessus, et notamment en détection de fraude, ça va être de dire à quel point c'est une fraude, pas une fraude, une zone grise. Souvent, ce qu'on appelle une zone grise, c'est ça, c'est sûr, c'est pas une fraude, ça, c'est sûr, c'est une fraude, et ça,
ben, je ne sais pas, et je vais l'apprendre. Et au fur et à mesure, ma boîte qui est zone grise va s'étaler entre la zone verte et la zone rouge. Un exemple que vous utilisez tous les jours, alors je ne sais pas les jeunes, je ne sais pas à quel point, ma fille est trop jeune, mais dans les mails, classification, spam. Puis classification, ça c'est plutôt du mode... alors je sais que Gmail le fait, c'est... moi j'utilise pas, mais c'est commercial, pas commercial, enfin il y a plusieurs sujets, il y a 4 ou 5 catégories. Il le fait. Et il le fait même très intelligemment, c'est que c'est vous qui faites les boîtes, c'est vous qui décidez, c'est vous qui notez. Il le fait en mode Ikea, ça ils ont tout compris. C'est qu'en gros, c'est vous qui faites. Donc vous dites, ah ça c'est un spam, hop, apprentissage, hop, je lis le contenu du mail, parce qu'ils ont le droit hein, de lire le contenu de votre mail. Ça je sais que c'est un spam, les prochains qui recevront, bah, potentiellement je vais catégoriser en spam. Mais il suffirait de faire une fois et puis tout le monde va recevoir en spam, alors vous mettez votre ami en spam et il reçoit tout le monde en spam. Non, ça va se faire par rapport à une probabilité, une approche, etc. Donc les mails c'est de la catégorisation, classification. Ça sur Google, il y en a aussi pas mal. Hein. Clustering, donc là on est en non supervisé. C'est simple, là c'est un type de clustering sur une image, c'est je repère des groupes. En fait cette image elle est pour vous aider à penser à des choses. Parce qu'on va penser à des cas d'application, c'est à vous de faire. C'est à vous de travailler maintenant. Créer des groupes, créer des... Là ça vous dit rien, là, c'est une université américaine. Ils sont tous en train de manger le midi. Qu'est-ce que vous pourriez en tirer comme conclusion si jamais l'algo était capable de vous détecter les groupes là comme ça? Oui, ah bah oui. Oui, bon là il y a peut-être un peu une... Ah non, il se tourne le dos, donc oui, effectivement. Ouais, il y en a qui sont tout seuls. Mais globalement, en termes de... Si vous deviez en tirer une conclusion là, on peut... Ça, oui, ça c'est vrai. Ça jusque-là, ils sont tous sur l'herbe, ils exagèrent, le gardien du parc va pas être content. Voilà, exactement. Et donc ça, on va faire ce qu'on a. Chaque individu à l'intérieur du groupe se connaît, potentiellement, parce que s'ils parlent ensemble, c'est mieux. Donc en fait, c'est ce qu'on appellerait du réseau social. Ça, c'est ce que fait Facebook pour détecter si vous êtes plutôt ami de l'un, etc. Pour LinkedIn en niveau 3, parce que ce qui est très compliqué, c'est de savoir que potentiellement, des groupes se connaissaient peut-être, et puis à un moment, il y en a un qui se dit, oh, bon, le sujet m'intéresse pas, je m'écarte. Mais ce qui va donner des informations de proximité avec des gens. Et ça, le clustering est arrivé depuis pas très longtemps. Il y a encore 5 ans, sur LinkedIn, il n'était pas possible de voir les personnes de niveau 3. C'était super compliqué. Parce qu'en fait, le temps de calculer, c'était plus que le temps de recommandation. Il fallait plus que 24 heures pour calculer les recommandations de niveau 3. Pourquoi? Parce que c'est un arbre énorme, ce qu'on appelle la logique de graphe, et les logiques de graphe ne sont pas encore traitées, hein. Il y a encore plein de sujets de recherche, ceux qui veulent y aller en mathématiques, aller en graphe. Vous avez du boulot jusqu'à la fin de votre vie. Je vous rassure. Hein. Et en gros, mais ça c'était un problème important, c'était de se dire, ok, les individus de niveau 2 c'est facile, enfin niveau 1, mes amis proches c'est facile, niveau 2 ça commence à complexifier, mais alors après l'arbre il est énorme, et d'autant plus que le réseau est important. Alors 4 milliards d'utilisateurs, je peux vous dire que c'est compliqué. Et LinkedIn était un peu plus bas. Et LinkedIn a trouvé des solutions par rapport à des approches graphes qui ont permis d'accélérer, et en moins de 2 heures le calcul est fait. Bon, voilà, donc là on peut commencer à proposer un service. Donc j'ai un peu teasé sur la suite, voilà, 2 exemples de clustering que vous pouvez avoir. Celui-là, il est connu pour ceux qui ont fait du français, les Misérables. Ça, c'est le réseau social du Misérable. Alors là, pas besoin de faire beaucoup de machine learning dessus, hein, si ce n'est que la clusterisation est importante. Mais en fait, on a analysé toutes les pages du Misérable et on a dit à partir du moment où 2 utilisateurs sont sur la même page, ils se connaissent. C'est une approximation, j'en conviens. On pourrait le refaire maintenant avec l'étude de langage pour vérifier s'ils parlent ensemble. Mais ça marche déjà, pourquoi? Parce que Jean Valjean, il est là. Il est au cœur du roman. Donc si l'auteur avait voulu dire, bah tiens, est-ce que mon perso est bien au cœur? Bah oui, là c'est bon, il est au cœur du roman. Donc voilà, puis on a un petit groupe, là je sais plus qui c'est, mais ils sont un peu à part. Ouais, sûrement. Voilà, donc là vous avez une clusterisation. Alors comment on fait de la prédiction là-dessus? Alors sur les Misérables, bah non, l'histoire était tracée, donc c'est pas grave. Mais là-dessus, on a pu faire, notamment avec du réseau. Alors le Zachary Karaté Club, ça a été fait à la main en ce temps-là, parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de points. L'idée, c'était, il y avait 2 profs de karaté dans un dojo, puis un jour, les 2 profs de karaté se disputent.
enfin se s'entendent plus, chacun crée son propre dojo. Et en fait, on a été capable par rapport à cette étude de graphe de prédire qui allait partir avec qui. Donc là, on a à peu près 2 groupes. Et là, les couleurs, c'est ceux qui sont partis avec l'un, puis l'autre avec l'autre. Et en fait, par proximité d'échange, on était capable déjà d'anticiper celui qui allait suivre le premier maître en karaté, puis l'autre le deuxième maître en karaté. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on distingue des comportements, mais on peut en distinguer plein des comportements, des fonctionnements, grâce à la clusterisation. Vous en avez beaucoup. Et souvent, on utilise de la clusterisation quand on ne sait pas où on veut aller. Quand vous avez des lots de données, des lots de fonctionnement, et vous dites, nous, j'ai des clients qui arrivent et qui disent, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas les comportements qu'il y a. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est on va clusteriser, créer des groupes et dire, voilà, par rapport à ça, c'est tel fonctionnement, tel fonctionnement. Ça les premiers, vraiment, c'est détection de fraude. Hein. Il y a encore du boulot. J'y reviens, désolé, sur les petits points et la ligne. Détection d'anomalies, ça va être une capacité à dire, je ne veux pas chercher à prédire, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais juste chercher à détecter quelque chose qui est un nouveau point qui est émis, mais qui va être très très loin. Mais à quel point je vais mettre la mesure à la main, c'est-à-dire que ça, à combien de centimètres je suis pas normal. Ça, c'est un algorithme qui va se spécialiser en disant, c'est pas normal par rapport à ça, par rapport à telle mesure, dans ce que je comprends. Et puis la distance, là, je vous la montre en une dimension, mais ça peut être plein de dimensions. Donc en fait, la distance est très importante par rapport à la normalité, donc j'ai une anomalie, donc c'est de la détection d'anomalie. Ça marche beaucoup sur une machine qui commence à dysfonctionner. Elle va commencer à avoir des vibrations assez particulières, etc. etc. Une détection d'anomalie, ça va être ma voiture autonome, tiens, je vous la fais, Ma voiture autonome, elle a ce comportement qu'il a, voilà, elle est en train de rouler à 40 km/h. Puis d'un seul coup, il y a une information qui arrive, il y a un piéton, et en fait, c'est super loin, qu'est-ce que je fais? Je stoppe, tac. J'ai une détection de quelque chose qui n'est pas normal dans un comportement. Alors là, c'est difficile à imaginer en 2 dimensions, mais on peut imaginer que ça soit une nouvelle suite de points qui arrive à un endroit qui ne corresponde à rien de ce qui est prévu. Et qui soit trop loin de ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est le vert. On est trop loin. Il y a un truc qui ne va pas. Et ça, il y a des algos qui apprennent à apprendre. Ça. Allez, j'arrête de vous embêter. Linky. J'avais oublié celui-là. Linky. Bon, alors tout le monde dit du mal, oui, effectivement. Bon, bref. Je ne reviendrai pas sur le fond, mais en gros, une détection d'anomalie, c'est les premières qu'ils vont faire. C'est que d'un seul coup, vous mettez à consommer énormément d'électricité, vous avez peut-être un problème de machine à laver, etc., etc. Et ça, on peut l'étudier par rapport à un comportement. Ça ne sera pas juste un point, mais on verra une suite de points qui feront que. Et il y a des algos qui sont déjà prêts à faire ça. Et ça serait dommage qu'on ne vous donne pas l'info. Bon, après, je ne défends pas Linky. Hein. Ça va jusque-là, après je descends réseau de neurones et puis après c'est tout. Je vous embête pas plus. Oui. C'est le compteur connecté. Vous savez ce qu'on va vous imposer? Il y a des gens qui vont rentrer chez vous, qui vont le poser. Ils vont dire, voilà. Oui. C'est Enedis. Enedis, c'est EDF, quoi. Directement. Mais ils vont faire un compteur connecté, ça permettra la télécollecte. Et ça permettra aussi un certain nombre de sujets d'application, mais c'est assez énorme ce qu'on peut faire. Et en termes d'économie d'énergie, il y a moyen de faire. Ouais. Pourquoi ça fait débat? Ça fait débat parce que ça émet du Bluetooth en très bas énergie, donc il y a des gens qui disent ça me gêne. Ce que je peux comprendre sur certains, mais vous êtes entouré de Wi-Fi non-stop, quoi. Donc je peux vous dire qu'en termes de bande passante, c'est pas la même chose. Et là, ça émet en basse fréquence. Je veux pas rentrer dans le débat, mais je pense que c'est moins nocif que d'être au-dessus, avoir son voisin qui met Free ou qui met Orange avec son émetteur, et voilà. Voilà, c'est tout. Et puis les antennes téléphones, c'est encore pire. Donc voilà, c'est tout. Je ne rentre pas plus, mais il y a débat. Puis il y a débat sur. On pourrait identifier vos comportements aussi et savoir si vous êtes chez vous ou pas. Ça, c'est vrai. On peut savoir si vous êtes chez vous ou pas. On peut savoir, moi j'ai une start-up qui a co-incubé avec moi qui pourrait savoir, même vous faites tourner votre machine à laver, vous avez allumé votre télé, etc. Voilà, on le sait. Bon, très bien. Mais déjà, il faut savoir ce qu'ils vont en faire. Un voleur qui viendrait vous pirater le Linky, oui, pourquoi pas. C'est pour savoir si vous êtes là, mais souvent il suffit de regarder, les fenêtres sont fermées, voilà, ils sont pas là, quoi. Voilà. Donc oui, il y a débat, comme pour l'IA, on va en discuter à la fin, c'est une éthique, qu'est-ce qu'on va en faire et pas, et je pense que si on se protège, on a le droit de dire non, je veux pas que mes données soient utilisées, personne ne les utilisera, et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc pour moi, il y a la RGPD, la réglementation. Vous n'avez pas remarqué qu'en ce moment, vous recevez plein de mails? Hein,
C'est bien, comme ça, vous allez être désabonné de plein de trucs d'un coup. Hop là. Bah, en fait, c'est parce que la RGPD vous impose de valider que vous voulez bien encore recevoir et c'est plus, c'est la notion opt-in et non plus opt-out. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, vous devez valider vous-même que vous voulez bien recevoir des mails. Donc, bon, ça, c'est pour les e-commerçants, c'est une catastrophe, mais pour nous, ça va nous simplifier un peu la vie. Voilà, donc c'est ça. La RGPD vous protège aussi de ça. C'est que si vous dites, moi, vous me mettez un linky, mais vous ne communiquez pas, ben, personne ne communiquera. C'est tout. Ils feront juste la télécollecte. Bon, donc Linky, je ne suis pas là pour le défendre, hein, il ne me paye pas. Voilà, moi, je passe à la suite. Comment fonctionne un réseau de neurones? Alors, le réseau de neurones, rappelez-vous, ce qu'on s'était dit, c'est étude d'images et étude de vidéo aussi. C'est pourquoi? Alors voilà comment fonctionne un réseau de neurones. Vous pouvez aller vous faire mumu sur playground.tensorflow.org. Hein, le plus gros provider de réseau de neurones, c'est Google. Voilà, et en fait... Tout ce que je vous ai dit en linéaire, classification, vous voyez, vous rappelez la petite courbe avec un point là? Ben là, il vient de le faire. Je vais vous le refaire voir. Hop. En fait, il va faire une optimisation pour séparer le bleu, le orange. Mais c'est là, pour le coup, hautement non linéaire. C'est-à-dire qu'il analyse l'image, il ne sait pas par où commencer. Alors que tout à l'heure, on avait le X et le Y là. On sait par où commencer. Moi, je sais que je commence par là, j'analyse comme ça de façon unique. Donc, j'ai un vecteur, je sais comment j'avance. C'est comme si vous étiez sur une route droite. Là, vous êtes au milieu de Compiègne, enfin, dans une forêt, là, vous vous rappelez, où il y a plein de routes, et vous ne savez pas par où partir, mais on vous dit qu'il faut aller à un point. Ben, en fait, c'est cette optimisation. C'est-à-dire qu'il analyse l'image et il va aller faire la détection, et il va séparer, en fait, vous voyez, il met un peu de temps à la fin, mais il va séparer les points rouges, les points verts, bleus, et il va s'améliorer. Et il va avoir plusieurs couches, un peu comme vos neurones à vous, qui vont voir différents niveaux de distinction, et qui vont apprendre les unes aux autres. Je ne vais pas aller plus loin. Mais vous irez faire mumuse avec si vous voulez. Par contre, ce qui est assez génial, c'est de regarder un polytechnicien. J'ai rien contre les polytechniciens non plus, mon associé l'est. Un polytechnicien utiliser ça, c'est génial. Parce qu'il dit, bon, il suffit juste de faire... Allez, je vais mettre plein de neurones comme ça, je vais mettre plein de neurones en profondeur et ça va faire le truc plus vite. Et en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, vous allez, ce qu'on appelle de l'overfitting, vous allez surperformer. Et si vous surperformez, il va dire oh, c'est pas suffisant, et chaque neurone va vouloir avoir une utilité. Donc en fait, vous allez créer du bruit derrière. Donc vous testerez. Hein. Faut pas trop en mettre. Et c'est ça l'idée, c'est comment on... D'où, je reprends une deuxième fois, la validation scientifique à la fin. C'est comment je valide que mon réseau de neurones mesure bien ce que je veux mesurer, parce que je mets un protocole de mesure à la fin pour valider que scientifiquement, c'est cohérent ce que je dis. Ah, et en mettant des pourcentages. Oui. Analyse d'image. Analyse d'image principalement. Nous, on le fait un peu pour des analyses de bactériaux. On va faire des apprentissages sur des fonctionnements bactériens pour anticiper leur comportement, parce que c'est pas linéaire. Mais voilà, sinon, vous avez peu de... Enfin, peu. Comme je vous ai montré tout à l'heure, 80% du web est de l'image. Donc, il y a des choses à analyser. Oui, voilà, c'est ce que je vais montrer. Là c'est l'inverse de la reconnaissance faciale, c'est de la création de visage. Par rapport à des patterns, vous voyez, ça c'est un pixel. Puis finalement, les pixels avec des formes, avec les formes, ils arrivent à reproduire un certain nombre de formes visage. Et puis il a été fait pour créer des visages humains. Donc il avait appris un certain nombre de formes, d'éléments. Il a recréé des visages humains qui n'existent pas. Ça sert à rien. Voilà, oui. Voilà, par exemple, des muffins qui ressemblent à des chiens. En fait, ça sert à rien, ça sert juste à faire l'inverse. Là, on est en train de changer de dimension et on est en train de s'entraîner tout seul. Et en gros, ça, c'est... Je sais que je ne peux pas aller plus dans le détail, mais l'AlphaGo, la deuxième version d'AlphaGo qui a appris toute seule à utiliser ce genre de système. C'est-à-dire qu'elle a joué des parties sans avoir des vraies parties. Donc, elle a implémenté des choses qui n'existaient pas. Mais elle aurait pu aller n'importe où aussi, hein, donc il faut faire attention. L'avantage, c'est qu'on minimise les hypothèses en amont. Ça, c'est mon associé qui met ça, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà ce qu'on peut faire avec l'analyse d'image. Vous voyez? Mais c'est pas toujours parfait. Hein. Là, il n'y a que 2 chiens. Là, il y a 2 hockeyeurs qui jouent ensemble. Ou non. Mais voilà. C'est pas encore parfait, mais on peut faire. Non, mais c'était une blague. Hein. Là, c'est les mauvaises images, et puis là, c'est les bien analysées. Oui. Oui, maintenant oui. Il y a quelques années, non, mais maintenant oui. Il y a quelques années, c'était une tannée de chercher des images sur Google. Parce que vous mettiez une image et en fait, ce qu'il regardait, c'était les informations qui étaient taguées dans l'image à côté. Vous pouviez mettre, hein, ceux qui ont fait du HTML, vous pouvez mettre une information sur l'image. Donc, voilà, et donc c'est pourri parce que personne ne les taguait, les images. Maintenant,
Exactement. Parce qu'il a dû utiliser, il a Internet entier, hein, donc dans ses bases. Donc en fait, il a utilisé tout ce qui était tagué pour déjà faire des premiers apprentissages. Il les a fait avec beaucoup d'erreurs au début. Il y a pas le troisième niveau d'erreur. Ensuite, il y a eu d'autres bases qui ont été retaguées où là, il a réappris pour faire le deuxième niveau. Et après, ils ont utilisé ce que je vous ai montré, la création de visage là, pour refaire ces logiques-là. Et là, ils sont arrivés à des choses assez performantes. Voilà. Et c'est d'ailleurs le sujet Google travaille pour l'armée, c'est pour ce genre de truc. Pour aller détecter des sujets qui n'ont jamais été détectés. Mais en termes d'armée, c'est pas des photos qui diffusent sur Internet, quoi. Donc en gros, c'est pas des photos connues. Donc il y a besoin de détecter par rapport à des images et faire l'analyse d'images. Voilà. Donc on fait des choses intéressantes. Ça va jusque-là. Donc les images, hein, c'est un peu l'avenir, ça arrive, c'est bon, les réseaux de neurones sont là pour ça. Conclusion. Ça va jusque-là, hein. C'est bon, hein. Code informatique, je répète, algorithme. Programmé pour apprendre, machine learning, on a vu ce que c'était. Un algorithme, c'est dans un but précis, un code source. Machine learning, c'est j'apprends des datas. Je dépends énormément des datas, donc il y a quand même besoin d'un protocole scientifique pour valider que les datas sont de bonne qualité. Et Dieu sait si en industrie c'est important, parce que les mesures peuvent être très mauvaises. Hein. Et rappelez-vous toujours du jugement raciste. Comme ça, vous aurez un regard critique sur ce qui peut être fait en termes d'algorithmie. Dans un but précis, oui, dans un but précis, en gros, un algorithme n'est fait que pour réaliser une mission. C'est tout. Une mission, pas plus. Il est fait pour être optimisé là-dessus. Il n'a pas de capacité de créativité, de libre arbitre surtout, et de conscience. Non. Alors, est-ce qu'il en a conscience ou pas? Oui, je ne sais pas s'il a conscience d'exister. Mais je sais quand je l'éteins, il râle pas, et quand je l'allume, il râle pas. Et je l'allume à n'importe quelle heure, donc ça ne le gêne pas de se réveiller. Et vous, les humains là-dedans, parce que ça c'est une question importante, c'est libre d'utiliser ou non. Alors certains me diront, bah ouais, je peux pas faire autrement que passer par les recommandations d'Amazon. Oui, certes, mais vous pouvez aller acheter ailleurs si vous voulez, hein, personne ne vous l'interdit. C'est pas forcément pratique. Il y a de l'éthique, ça c'est important, on en a discuté beaucoup. Moi toute la journée j'ai discuté d'éthique, oui, mais quand on sait comment ça fonctionne un peu mieux, déjà, on est plus armé pour discuter des gens qui commercialement ont intérêt à pousser ce genre de système. Libre de décider ce qu'ils veulent faire, bah oui, hein, vous êtes libre de décider ce qu'ils veulent faire. Un algorithme, il est obligé d'exécuter ce qu'on lui a dit. Créativité, incapable de créer des choses qui n'existent pas et surtout de leur donner du sens. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Ils peuvent peindre comme Monet ou comme Picasso, mais donner un sens à ce qu'ils ont fait, non. Ils vont justifier une pondération de neurones. Bon, bah voilà, enfin justifier, même pas, ils ne justifieront pas, ils donneront une information. Voilà, j'ai fait ça. Bon. Bah ça donne pas du sens, ça donne pas un environnement général. Et les algorithmes sont-ils conscients qu'ils existent? J'ai mis la question, parce que je me doutais qu'on allait me le faire. Et moi, j'avais mis une affirmation. Là, j'ai mis sont-ils conscients qu'ils existent? Je ne pense pas. Et là, je dis, toi, vous les jeunes, mais nous aussi, hein, vous serez utilisateurs ou concepteurs, ça c'est vrai. Mais en fait, ça ne remplacera pas, votre connaissance, votre imagination, votre créativité, votre regard critique. Et le regard critique, il se construit d'autant plus que vous savez comment ça marche. Donc demain ou ce soir, quand vous utiliserez Facebook, si vous n'avez pas envie de passer une information, la passez pas. Dites-vous que ça peut avoir un effet. Après, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je prépare le discours pour ma fille quand elle aura. Voilà. Mais il y a un regard critique sur ce qui est fait, sur ce qu'on vous propose, sur ce qu'on vous suggère. Alors c'est super important. Pourquoi? Parce que Google, je commence à chercher ça et qu'il a détecté que j'avais tel comportement. Pourquoi il me mettrait ça? Bah oui, mais regardez les pages suivantes. Parce qu'on regarde que les 3-4 premiers résultats, mais il y a des pages suivantes qui peuvent être intéressantes aussi. Et bah ouais, ça peut être utile. Parce que des fois, il y a des sujets beaucoup plus intéressants, mais beaucoup moins marketing qui sont sur les pages suivantes. Hein? Et il y a Quant. Quant, c'est une alternative qui se dit libre et qui se dit protéger vos données. C'est-à-dire qu'il n'exploite pas vos données personnelles pour des fins commerciales. Et qui est français en plus. Alors, non, mais c'est vrai, ils sont bons, ils commencent vraiment à être bons. Ils sont un peu limite au niveau d'image, mais ils vont y arriver. Je pense qu'il y a un besoin d'investir et de faire du concurrent, donc c'est bien. Et en fait, alors ça c'est la petite phrase philosophique, c'est tu sais qu'une IA ne sait pas, c'est-à-dire qu'elle existe. Donc en fait, elle ne sait pas qu'elle existe, toi tu sais qu'elle ne sait pas qu'elle existe. Donc voilà, ça c'était pour finir, pour se mettre un petit nœud au cerveau. Mais en gros, tu sais que tu peux la débrancher un jour. Voilà. Dans le futur, ouais, mais après, normalement, on doit, justement, tiens, avec l'éthique, on pourrait se dire, tiens, il n'y aurait peut-être pas des petits boutons un peu partout pour arrêter l'IA si jamais un jour, voilà.
On sera peut-être perdu, hein, parce que je peux te dire que si t'as plus d'IA, alors bah, toi tu utilises peut-être pas, mais quand tu utilises, que tu sais pas où tu vas, t'aimes bien avoir un truc qui te dit en fonction du trafic, qui te prédit ces choses. Mais oui, ça nous gênera, mais on est capable de vivre sans. Oui. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Ouais. Vous parliez de la qualité des données. Oui. Est-ce qu'il existe justement des algorithmes qui nettoient la donnée? Oui, Ouais. ça existe, ouais. Un algorithme qui nettoie les données. Un a- Des algorithmes. Oui, alors pas pour tous les algorithmes. Il va nettoyer les données en fonction d'un principe qui va lui être attribué. Donc voilà, ça n'existera pas un algorithme qui fera nettoyage de toutes les données, non. Vous aurez des nettoyages en fonction de cas particuliers. Et même en fonction des secteurs dans lesquels vous serez, vous aurez sûrement des algorithmes qui sont fités différemment, même s'ils font théoriquement la même chose. Donc non, non, mais oui, bien sûr, nettoyer la donnée, c'est plus que nécessaire. Ouais. Oui. Vous disiez qu'hier, on allait être utilisateur ou éventuellement concepteur. Oui. Alors, sur les codes traditionnels comme du Java, tout ça, tu me visualises bien pour utiliser également. On met un netbeans, on programme. Mhm. Sur Excel, vous avez du VBA, bon, vous sortez de développeur pour programmer pour Oui. effectivement atteindre un résultat. Oui. En matière d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans votre situation là? C'est quoi? C'est un microprocesseur intelligent? C'est un code spécifique que vous travaillez? Enfin, comment vous arrivez à... C'est un code spécifique qu'on travaille, en fait. Il y a plusieurs types de codes ou Oui, il y a plusieurs types d'algorithmes. Il n'y a pas un algorithme. Je ne sais plus qui m'a demandé, il y a un algorithme ultime, non. Il y a plusieurs suites d'algorithmes, mais c'est ce que j'essaie de montrer, peut-être pas bien. Quand je change, à un moment, je vous mets, tiens, il était safe, à un moment, il a pris des risques, etc. Ça, c'est plusieurs algorithmes. Et par exemple, vous utilisez quoi? Ça a un nom? Enfin, c'est des choses qu'on peut... Le reprogrammer chez elle, est-ce que c'est comme du Java, on peut programmer Ah chez oui, elle oui, oui. ou, Oui, oui, vous pouvez utiliser TensorFlow si vous voulez faire du réseau de neurones. C'est ouvert, c'est libre, vous pouvez l'utiliser. TensorFlow. TensorFlow, c'est ce que je vous ai montré là. Il y a là, c'est le playground, donc c'est le bac à sable, mais avec la vision, voilà. Mais ça, c'est un outil que vous pouvez télécharger, mettre sur votre PC et faire tourner. Bon, par contre, il va souffler votre PC, mais il faut avoir une bonne carte graphique, quoi. Mais vous pouvez. Vous déployez un petit serveur chez AWS et vous testez. Ça vous coûte 50 euros par mois et vous jouez avec. Par contre, il faut avoir des concepts mathématiques parce que vous allez utiliser des logiques de vecteurs et des vecteurs assez profonds. Après, vous avez Scikit-learn. Scikit-learn, c'est du Python. C'est pareil, vous allez pouvoir télécharger du Python. Et là, il y a plein de tutos et vous allez travailler avec des arbres de décision, donc plutôt les algos de machine learning comme ça, qui vont faire des normalisations, des régressions, moins de clusterisation parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ça, vous pouvez faire. la condition, c'est de rentrer des datas, en fait. Vraiment, de rentrer de la data. Ah bah oui, sans data, un algo ne fait rien. Sinon, ça s'appelle une équation mathématique qui a été pensée à l'avance, on la pose, et puis là, dès qu'on a de la data, on teste. Mais sans data, un algo ne fait rien, il n'est rien. Parce qu'il n'a même pas tracé cette fonction, en fait. Il n'est rien. En gros, sans algo, sans data, il n'a pas tracé la ligne verte, hein, il n'a rien. Il n'y a pas de point déjà, donc il ne peut pas tracer sa ligne. Donc là, c'est plutôt de la mode statistique, où vous avez une équation, puis vous allez pousser des données dedans, voir ce que ça vous donne. Mais ça existe déjà depuis longtemps et ça se fait, mais ça atteint ses limites pour certains sujets. Mhm. Oui, TensorFlow. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi? Parce que .org, ça veut dire quoi? C'est une entreprise publique qui a développé. Alors, oula, attention, le point .org, ça veut rien dire, ça veut juste dire que ils le veulent en mode organisation, mais en gros, c'est Google qui le met libre. Voilà, c'est tout. D'accord, c'est Google. Ah oui, c'est Google, bah oui. Ah bah oui. La seule chose qui garantit, c'est qu'il ne va pas utiliser ce que vous faites puisque c'est open source. Donc en gros, lui travaille avec le sien, son TensorFlow, le fait évoluer et quand il a une version suffisamment loin de ce que lui il fait déjà, pouf, il le met à la distribution. Pour favoriser aussi l'innovation ailleurs. C'est dédié à l'analyse d'image. Ah si, vous pouvez faire plein de choses, c'est ce que je vous disais. En termes de bactéries, nous on utilise ça pour les analyses de bactéries, anticiper un comportement bactérien. Travaille dans des stations d'épuration, c'est super sexy, mais c'est utile. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a des bassins, il y a des bactéries dedans, et on va comprendre le fonctionnement des bactéries pour anticiper leur développement et économiser de l'énergie, parce que ça consomme énormément d'énergie. Et l'idée, c'est de dire comment on va ventiler au mieux pour que les bactéries se développent au mieux. On peut relever que pour les autres neurones, il fait ce que on veut. Par exemple, en fait, la voiture
comment on valide que ce moment, en fait, ça marche? Eh ben, je vais peut-être vous faire peur. On peut pas aller dedans, parce que ça, ce qu'on voit là, c'est une façon de représenter assez simplissime, mais faire du reverse engineering, c'est-à-dire aller comprendre et justifier un fonctionnement, c'est très compliqué, donc on le fait pas. Donc on va le faire par rapport à des tests. Donc on va être toujours sur le terrain. On apprend du terrain et on repousse sur le terrain. Donc c'est pour ça que je parlais de protocole d'expérimentation. C'est vous allez mettre en place un protocole pour justifier sur des calculs que vous allez encore repousser à peu près des choses et garantir. Exemple, quand on apprend nous d'un jeu de données, on va prendre le jeu de données à 100%, mais on va en prendre 70% pour apprendre, 30% pour tester. Et on va retourner le truc dans plusieurs sens pour valider plusieurs fois que sur des parties différentes de réapprentissage, on est bon. Pour valider que c'est bon. Mais on ne pourra pas aller dedans pour justifier comment ça marche. Et d'ailleurs, ça ennuie beaucoup un assureur qui voudrait garantir un algo, il veut pas. Il dit, bah non, je sais pas, tu m'ouvres pas la boîte. Et nous, on dit, bah, on peut pas ouvrir la boîte. Donc, voilà. C'est empirique. C'est empirique. Et comme on dit que ça marche. Alors, un jour, on pourra faire du reverse engineering, c'est sûr, parce qu'il y aura des algos qui iront dans l'autre sens. Mais pour l'instant, non. Ouais. Non. Question sur votre super photo des chiens et des Oui. Ronnie, là. Oui. Aujourd'hui, les réseaux de neurones, on est à quelle marge d'erreur? Alors ça, c'est une très bonne question, je ne sais pas. Je sais pas, je sais que ça, il galère là. Bah sur celui-là, là, moi-même moi, je galère. Donc celui-là, c'est... J'ai envie de lui faire un bisou, quoi. Parce que c'est bien un cupcake. Enfin, voilà, c'est un bien cupcake. Hein. Est-ce qu'on doit en conclure que dans ces cas-là, que les systèmes qui sont en place dans les aéroports, par exemple, pour détecter à partir de l'iris de l'œil sur des vidéos, Ouais. détecter les intrus, enfin, ou les je ne sais quoi, que c'est pas fiable? Si on n'est pas capable de faire la différence entre un muffin et un chien? Bah, alors, si c'est fiable, pourquoi? Parce que là, vous avez des visions uniques de face. C'est-à-dire qu'en fait, le cupcake, je suis sûr que si je change l'angle, il va ressembler à un vrai cupcake, tout de suite. Donc en fait, là, ce qu'on fait comme analyse dans les aéroports, en fait, on va faire plusieurs photos de suite et on va faire plusieurs analyses. Donc en fait, on va éliminer l'erreur comme ça. Et comme vous, de loin, vous voyez quelque chose, vous dites, bah, ça ressemble à ça, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous refaites le point, vous changez de perspective, et d'un seul coup, vous faites le point. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est que on va pas faire une analyse sur une image, on va faire une analyse sur une suite d'images pour être sûr. Et d'ailleurs, surtout quand c'est en sécurité ou pour ce genre de choses, je peux vous dire qu'ils vérifient 2, 3, 4 fois de suite pour être sûr de ne pas dire une bêtise, pour pas faire de discrimination, etc. etc. Si je peux me permettre d'ajouter une remarque à propos de ça, Oui. justement, c'est que là, on a l'impression que l'intelligence artificielle, il apprend, il est moins précis que nous, mais en réalité, c'est pas vrai. Hein. Il suffit de rendre compte de l'œil, par exemple. Mhm. Donc pour notre l'œil humain, c'est pareil, on peut se tromper sur Oui. l'image. Ouais. Donc c'est la même chose, mathématiquement, on peut montrer que si on utilisait ces algorithmes-là, ce sera à peu près le même résultat que l'œil humain. C'est que de toute façon, pour nous, il y a certaines catégories d'images qu'on n'arrivait pas à identifier correctement. Donc pour eux, c'est pareil, il y a aussi des catégories. Exactement, ça c'est super important. Voilà, c'est effectivement il y a une limite, il y a toujours une limite. La limite elle est souvent physique, voilà aussi, et donc c'est comme ça qu'on fait. Et pour vous dire aussi en termes de médecine, pour finir là-dessus, des algorithmes aujourd'hui sont beaucoup plus performants qu'un cardiologue hein, pour détecter un problème cardiaque. Par contre, un algorithme pour vous prendre en charge psychologiquement. Donc en gros, le cardiologue doit se dire tiens, je vais apprendre qu'il y a une pathologie et je vais le voir, mais par contre pour l'annoncer aux patients, parce que ils appellent ça des clients, mais moi j'appelle ça des patients, c'est mieux d'avoir un médecin parce que le protocole derrière, il y a une partie de traitement, mais il y a une partie psychologique, et ça ne le remplace pas. Non, vous allez pouvoir simuler des parties psychologiques, mais les bots là qui vous répondent automatiquement, ils vont pas très loin. Hein. Pour vous donner l'impression d'être humain, non, ils saturent vite. Ils saturent vite. Est-ce que vous vous rendez compte vite fait que pourquoi tu me parles comme ça voilà, je suis un robot, voilà. Donc voilà, ils donneront peut-être des impressions, mais ils seront spécialisés pareil. Oui. Vous donniez un peu l'impression à la fin en expliquant que ça ne nous remplace pas. Oui. Enfin, dans ce qu'on voit à la télé, de ce qui est montré à la télé, ils expliquent que quelque part il y a quand même un risque. Oui. Que l'intelligence artificielle finit par prendre notamment certains boulots. Quoi. Ah oui. Ah bah bien sûr. Vous êtes en phase avec ça Oui. également
Oui, oui, il y a des boulots qui vont disparaître. Oui. Oui, et on bossera, enfin on va avoir de moins en moins besoin de bosser. Bah maintenant, il faut adapter la société, c'est tout. Enfin, je veux dire, on aura des choses qu'on ne pourra pas, faut liser le bouquin de François-Xavier Oliveau parce qu'il est très bon là-dedans, mais c'est effectivement le temps d'investissement sera moindre, mais par contre le résultat sera plus fort parce qu'on fera des choses que les algos ne sauront pas faire. Mais oui, il y a des boulots qui vont bien sûr être supprimés. Regardez Uber et les voitures autonomes. Uber, c'est pas pour payer les chauffeurs hein, qui font les voitures autonomes. Hein. C'est pour s'enlever un source de coût. Donc voilà. Et les voitures seront autonomes, mais là, Uber gérera lui-même. Ça pose une grosse question sur les effets économiques, à qui va la richesse, etc. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre sociologique. Mais clairement, oui. Les chauffeurs de taxi, ça n'existera plus dans 10 ans. Allez, j'exagère, dans 15 ans. Et vous prendrez peut-être pas juste par snobisme un taxi avec chauffeur, quoi. Ça sera la classe. Mais voilà, mais c'est tout. Mais oui, ça n'existera plus. Les logiques de balayer, nettoyer de plus en plus, c'est pareil. Voilà, oui. Mais ça veut dire que il y a des vraies questions de société à se poser. Voilà. Non. J'ai pas de réponse si ce n'est que moi je me dis qu'il faut au maximum le dire aux gens. Pas comme la presse, parce que la presse, elle a envie de vous faire peur, parce que c'est comme ça que vous achetez des journaux. Et donc forcément, et puis les journalistes, moi j'en ai côtoyé quelques-uns, quand on essaie de leur expliquer l'IA, si c'est pas exactement ce qu'ils veulent entendre, de toute façon ils ne le notent pas. Donc en gros, voilà, oui. Donc en gros, non, il faut que vous compreniez comment ça fonctionne, que ça remplace des choses, que c'est un changement de paradigme, que vos enfants changeront. Et après, on adaptera la société ensemble. Il y a des vraies réflexions qui doivent se faire. Et il y a moyen de faire, parce que les richesses, elles n'ont jamais été aussi fortes. Après, il y a des enjeux écologiques, c'est vrai, mais on n'a jamais trop eu autant de richesses. Donc pourquoi on ne saurait pas penser différemment, vivre différemment, etc. Puis finalement, à bosser moins, à bosser mieux. Puis voilà, je sais pas, moi je me dis que pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Tant mieux. Mais les changements de société, c'est sûr qu'il faut en faire et qu'il y en aura, mais à quelle vitesse ça va? Parce que c'est beaucoup plus compliqué de changer une société de mentalité. Ça doit tuer 3-4 générations. Ah bah oui, alors là c'est le débat philosophique, oui. Il y a deux façons d'évoluer, hein. Soit on fait une grosse révolution, soit on fait une révolution douce. Ouais, je suis plutôt en train de me dire, faisons une révolution douce à travers de ça, partagez des idées, puis après vous en discutez, puis après vous voyez, puis on trouvera, j'espère, des solutions. Ouais. Voilà. Il y a surtout les intérêts financiers quelque part qui vont s'interposer, non? Bah alors là, après oui, c'est une grosse discussion. Oui, oui, sûrement, oui. Mais après, bon, voilà, ils ont aucun intérêt à ce qu'on consomme plus. Hein. Et si on n'a plus d'argent parce qu'on bosse plus, faites comment? D'ailleurs, Mark Zuckerberg, il défend quoi? Le revenu universel, hein. Il a compris. Je sais pas, j'y étais pas, j'étais juste à côté parce que j'étais à un stand, mais voilà. Non, j'étais juste à côté, j'étais sur un stand, j'essayais d'avoir des clients, moi. Mais non, mais il a redéfendu le revenu universel parce qu'il sait pertinemment ce qui va se passer aussi. Et il a le temps d'y réfléchir, lui, avec ses milliards. Donc en gros, il le sait. Donc défendons. C'est peut-être pas la solution, j'en sais rien, mais oui, c'est une des solutions. Ouais. Il y a des grosses réflexions. Les gros, ils y réfléchissent. C'est comme penser un peu en termes d'éthique sur l'IA. Bill Gates, c'est un des premiers à avoir alerté en disant attention, l'IA. Attention, qu'est-ce qu'on doit faire avec, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Un peu comme il y a quelques temps, quand on parlait des brebis, là, oui, enfin, on faisait de clonage, pardon, excusez-moi. Le clonage a posé des questions. Enfin, il n'y a pas de clone partout, on n'a pas de clone. Voilà, il y a des sujets quand même. Bon, ils ont vu des limites aussi. Sûrement qu'on en verra aussi hein, enfin, il y aura des limites. Mais oui, en termes de mise en œuvre, mais on peut cloner des cellules souches, c'est facilement. Hein, je veux dire, les cellules souches, elles sont assez simples. Donc, et on le fait, et ça peut avoir des effets bénéfiques comme ça peut avoir des effets catastrophiques. Donc si on met pas d'éthique et si on fait pas en sorte de livrer aux gens l'information sans aller dans le détail, c'est là qu'on fait une erreur. Si on leur fait que peur, forcément, vous allez fermer les yeux. C'est exactement ce qui se passe pour le réchauffement climatique. On vous fait peur. Donc forcément, tout le monde ferme les yeux. Ah oui. J'ai pas envie de regarder, de toute façon, on est en train de se prendre le mur, donc je ferme les yeux, puis j'attends hein, tranquillement. Enfin, j'exagère, mais voilà. Est-ce qu'on a un taux d'erreur justement Toujours. par rapport à l'IA? Est-ce qu'on sait maintenant, dans toute l'analyse prédictive, sur tous les algorithmes d'analyse prédictive, sur les données qu'on a pu sur le traçage des téléphones avec les logs Wi-Fi, ce genre de choses, est-ce qu'on a des taux d'erreur sur des comportements qu'on
qui était supposé avoir prévu qu'on n'a pas prévu. Ah. Et on sait si c'est 5%, si c'est 500 000. Non, je saurais pas vous dire parce que ça évolue aussi constamment et c'est en plein boom. Donc quand ça se sera stabilisé, là on fera ces calculs-là, je pense. Et ça, il y a des gens qui attendent pour se dire, tiens, comment je remonte à la sphère politique ou à des gens pour voir comment ça se comporte. Mais comme on est en plein boom, non, là on peut pas. On sait, de toute façon, si un jour quelqu'un dans votre boulot vous sort un algo prédictif et vous met pas le taux d'erreur à côté, vous lui dites merci, au revoir. Enfin, si vous lui posez la question, quand même, il a peut-être oublié. Est-ce que tu as un taux d'erreur? Si vous le donne pas, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a toujours un taux d'erreur avec. Moi, je ne livre pas un seul calcul prédictif sans dire mon taux d'erreur, il est là. Sinon, bah, ça veut rien dire. Je peux pas avoir raison à 100%, c'est pas possible. Donc il y a toujours une clé avec. J'en ai pas parlé, mais je donne une info, je donne une clé de taux d'erreur, probabilité, etc. En donnant même, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer au maximum ce qu'on a calculé pour être plus transverse et plus neutre. Voilà. Est-ce que c'est difficile de définir l'acceptance avec vos clients? Ah, c'est super dur. Moi, je pensais qu'ils allaient dire waouh, banco. Non. C'est vraiment eux qui décident cette acceptance. Oui. Vous, comme vous expliquiez tout à l'heure, vous ouvrir la machine. Non, ben voilà, donc en gros, c'est enfin, ils adhèrent petit à petit, mais la sécurité, c'est que nous, par exemple, on a dit qu'on ne commanderait jamais une machine dans les 5 prochaines années. On ne donnera pas une information en disant on pilote une machine parce que c'est pas assez précis. Donc, la seule chose qu'on s'autorisera, c'est d'arrêter une machine s'il y a un risque. En disant là, tant pis, ta chaîne est saute, mais il y a peut-être un risque humain si on a réussi à l'analyser. Là, oui, on stoppe. Mais sinon, piloter une machine automatiquement, non. Parce que ça peut être trop dangereux, c'est ce qu'on disait. Nous, on peut varier avec. Donc si on varie avec, tout le monde est en train de varier, tout le monde est en train de changer d'azimut, et puis tout le monde suit. Bah non, c'est absurde. Enfin, faut faire attention à ce genre de choses. Donc les usines complètement automatiques, sans jamais un être humain qui passe, qui dit ça va pas. Votre boîte, c'est Data Scientist. Oui, Vous parlez de l'intelligence artificielle plus dans un cadre d'optimisation Oui. de le process. process. Oui. Vraiment, dans un cadre effectivement. Ah bah oui, de toute façon déjà ils vont pas m'accepter si je leur dis je vais te virer. Donc en fait oui, souvent ce qu'on dit, on met l'opérateur tout de suite dans la boucle pour lui expliquer un peu ça déjà. Dire regarde ce que ça fait, regarde ce que ça fait pas. Et on lui dire bah oui, il y a des choses que tu fais par réflexe. Peut-être que on va pouvoir t'aider à informer, mais tu ne remplaceras pas sur la chaîne, non. Tu feras peut-être plus de choses, c'est-à-dire que tu auras plus de choses à piloter différemment. Certains, effectivement, vont se voir quand même remplacés en partie, mais l'idée, c'est de les former après, par exemple, au code ou au maintien de l'algo, par exemple. On pourrait pour certains. Ou aller au retour critique sur ces sujets-là. Mais oui, voilà, donc nous, on vient pas pour dire, tiens, on va tout vous remplacer, non, ça c'est sûr. Je crois pas à la chaîne automatique complète, hein, c'est pas vrai. On a toujours des humains. Toujours. Tu auras toujours un truc qui n'a pas été prévu, un truc qui n'est pas cohérent. Il faut entendre les personnes dans les usines. D'ailleurs, les jeunes, si un jour papa, maman vous dit si tu travailles mal, tu vas aller à l'usine, là vous pouvez dire c'est faux. On peut travailler bien et aller à l'usine. Non, il y a des choses formidables dans les usines. Et en gros, les opérateurs qui arrivent et qui disent l'usine tourne pas bien, alors que vous arrivez, vous entendez pas, c'est impressionnant. Hein. Parce qu'ils le savent, il y a une machine qui est en train de faire un bruit pas normal. Ils le connaissent, ça ronronne et ça ronronne pas normalement. Impressionnant ça. Hein. Ça, vous pourriez mettre un algo qui détecte ça. Vous allez lui apprendre ça, mais il va connaître 1000 choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu le côté éclectique, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Donc non, c'est pas de remplacement, hein, pas de remplacement. Des changements, mais pas de remplacement. Justement, par rapport à la voiture autonome, Ouais. pour les chaînes de production, vous dites que la voiture autonome, on peut remplacer le conducteur. Oui, parce qu'on va mettre beaucoup de calculs, on va aller, parce qu'il y a une vraie volonté aussi dans ce sujet-là. Mais en termes de voiture autonome, finalement, en fait, on va être. Ceux qui veulent y aller ou vous avez trop chaud, allez-y. Oui, nous, on sait qu'on pourrait remplacer, mais la voiture autonome, elle a l'avantage d'avoir énormément de données. C'est-à-dire, au revoir. Elle a des gigas, des terabits de données. Et nous, dans une chaîne industrielle, ça pousse pas autant non plus. Donc nous, on sait très bien, c'est pour ça que je vous ai dit dans les 5 ans, je n'ai pas parlé d'après, il n'y a pas suffisamment de données, on n'est pas suffisamment qualifié pour rendre automatique sans être sûr d'avoir un comportement cohérent. Voilà. Mais même 5 ans, je pense que je suis très optimiste. Mon associé me dirait 10 ans, hein, limite. Donc ça laisse le temps de voir devant et de se dire, il y a des choses à faire, des changements à opérer, etc.
Et puis après, peut-être que les changements, c'est aussi dans les usines, changer de façon de produire. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'opérateurs pour changer la production en moins de 2 heures. Il y a des sujets. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc il y a des sujets. Pour vous, intelligence artificielle, c'est quoi? Si on est appelé à l'égression, en fait, c'est juste expliquer. C'est pas pour vous, il n'y a pas En fait, d'intelligence. non, il n'y a pas Alors, ça dépend ce qu'on dit. Intelligence artificielle, c'est une erreur, oui, sûrement. C'est des algos apprenants. Voilà. Et pour certains, l'intelligence, ça fait de l'apprentissage. Voilà, l'intelligence pour certains, c'est la créativité. L'intelligence pour certains. Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui est au Y de Paris là, qui fait une thèse et qui m'a dit qu'il y avait 5 types d'intelligence. Donc, en gros, il y a de l'intelligence naturelle, il y a plein d'intelligences. Tiens, d'ailleurs, elles n'auront pas les intelligences naturelles, les intelligences artificielles. Pour le coup, l'intelligence naturelle, c'est l'intelligence des plantes. C'est la sensibilité voilà, à regarder. Donc en fait, il y a plein de types d'intelligence. C'est un mot biaisé. Ça a été très buzz en 2017. En 2016, moi, quand j'en parlais, tout le monde avait peur. Il devenait livide. Les gens, en 2017, tout le monde en a parlé. Donc c'est devenu génial. Et alors, 70% des boîtes à l'incubateur HEC, dont je viens, se sont mises à faire de l'intelligence artificielle comme ça d'un coup. Bah oui, parce que le mot-clé. Et puis une fois, j'ai été voir, puis j'étais dans les lieux où on a le droit de parler de ça et puis de demander. Et puis un jour, j'ai vu que le mec, en fait, dans l'intelligence artificielle, il mettait machine learning, régression linéaire, il mettait tout en fait. Donc tout était sous ce mot-clé. C'est pour ça que je vous mets aussi ce mot-clé parce que vous allez être sensible, mais on met tout dedans. D'ailleurs, vous pouvez regarder la prochaine fois que vous verrez un reportage, maintenant que vous avez un peu cette vue-là, un reportage sur l'intelligence artificielle par un journaliste aux 20h, vous allez peut-être rigoler. Le singularité technologique? Oui. L'intelligence artificielle est suffisamment malin pour ne pas dire voilà. Oui. Ah, ça, c'est Matrix. C'est comme le Matrix. C'est Matrix. Bah, ça, je sais pas, on s'en rend peut-être pas compte, on y est peut-être déjà, en fait. Hein. Mais, enfin, oui. Les réseaux de neurones de plus en plus puissants. Oui. Et, par contre, on ne peut pas expliquer comment ça marche. Oui. Et en fait, du coup, si par exemple, je sais pas, le réseau de neurones doit optimiser en fait, un paramètre, Ouais. si on connecte plusieurs systèmes Oui. sur ce réseau de neurones, Bah, ouais, mais ça. Oui, bah, oui, mais comme la chance de faire un organisme humain à partir de petits sous-organismes, quoi, finalement. Alors, il y a eu la chance, mais il y en a peut-être pas beaucoup non plus. La probabilité était peut-être tellement faible qu'il va falloir multiplier les interconnexions. Enfin, je sais pas. Là, je vous réponds tel que je le pense. Et là, on peut parler de l'univers. Regardez, la probabilité dans l'univers de croiser un être vivant, bah ouais. Et pourtant, c'est une combinaison qui s'est fait que, hop, c'est devenu vivant. Enfin, on suppose. Voilà, donc bon, là, la probabilité est assez faible. On pourrait multiplier en termes de calcul, mais est-ce qu'on a suffisamment de puissance de calcul? Non. Voilà, non. Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Mais non, peut-être pas tout de suite aussi, oui. Peut-être différemment, peut-être pas ce qu'on croit. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. L'important, c'est d'être vigilant. Et de se dire, bah, voyez, vous êtes capable de poser cette question, donc si vous avez compris, bah, voilà, et la réflexion va mûrir après. Et si tout le monde est capable de se poser ces questions, bah, on se posera les bonnes questions. Après, ne pas s'en rendre compte, ça se débranche, hein, pour l'instant. Je vous fais peur. vous parlez de machine learning et le deep learning, c'est quoi? C'est les réseaux de neurones. En fait, les réseaux de neurones existent depuis les années 60. Mais c'était des réseaux de neurones qu'on appelait simples couches. Donc en fait, il y avait qu'une couche avec quelques neurones. Donc ça, c'est que dalle en fait. C'était pas intéressant. Et en fait, maintenant, on est arrivé à plusieurs niveaux de couches, d'abstraction et de profondeur. Donc en fait, c'est ça qui fait la puissance. Et c'est arrivé depuis que quelques années, ça. Ça fait 5-6 ans que ça existe, qu'on est capable d'avoir des puissances de calcul qui le font. Et c'est ça qui commence à permettre d'analyser une image. Parce que les réseaux de neurones des années 60, ils n'allaient pas. Donc deep learning pour profond, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça n'a pas de... Ils permettent de calculer juste plus vite. Donc ils iront plus profondément, je pense. Voilà. C'est ma limite de l'ordinateur quantique, mais oui, ils permettent juste d'aller plus vite, donc faire plus d'opérations en même temps. Voilà. Bon, je vous vois tous fatigués et chauffés, mais je vous remercie beaucoup.